Tiens, qu'est-ce que tu lis? Les identités meurtrières d'Amin Malouf. Tu connais? Non, je vois pas. Tu vois ce qui est l'auteur au moins? Non, pas du tout. Même pas? Alors, déjà Amin Malouf, c'est un membre de l'Académie française, mais il est d'origine libanaise, donc il est né là-bas, il a vécu là-bas. Sa langue maternelle est d'ailleurs l'arabe, ce qui peut être étonnant vu qu'il écrit en un parfait français. Il a donc appris le français dans une école primaire jésuite. Il est ensuite allé suivre des cours de sociologie et sciences économiques à l'université de Saint-Joseph au Liban, où il y rencontrera d'ailleurs sa femme, André, avec qui ils auront 3 enfants. Mais la guerre civile de 1975, je pense, va le forcer à quitter sa patrie et rejoindre la France. C'est comme ça qu'il va aller en France et commencer à écrire. En fait, d'abord, il va être journaliste et puis rédacteur en chef. Quand il devient rédacteur en chef, il va commencer à écrire parce qu'il a toujours aimé écrire depuis qu'il est tout petit. Il a vraiment beaucoup d'inspiration grâce aux chefs-d'œuvre qu'il a découvert au Liban quand il était enfant en arabe et grâce aux histoires qu'on lui contait au village. Donc en France, il va commencer à écrire. Son premier contrat d'édition, c'est en 1981 avec Les Croisades vues par les Arabes. En 1985, il abandonne tout et devient écrivain. En 1986, c'est son premier succès avec Léon l'Africain. Et après, il va continuer d'écrire, recevoir des prix, des distinctions pour enfin intégrer l'Académie française en 2011. Quant aux identités meurtrières, paru en 1998, l'auteur traite de la multipluralité de ses patries d'origine. C'est la première œuvre qui parle réellement du Liban. En fait, il tire de son expérience personnelle, de l'histoire, de l'actualité, de la philosophie, pour parler de la notion d'identité contre l'uniformisation globale. Et quels sont les thèmes principaux? L'identité et la mondialisation, avec comme thèse, on peut rester fidèle aux valeurs dont on est l'héritier, sans pour autant se croire menacé par les valeurs dont d'autres sont porteurs. D'ailleurs, je trouve que la première de couverture résume bien un peu son livre. C'est une peinture? Ouais, c'est la peinture de Rubens, Caïn tuant Abel. En fait, ce sont 2 frères, Caïn le méchant, Abel le gentil. En fait, Caïn est tellement jaloux de la gentillesse de son frère qu'il va le tuer. L'identité d'Abel lui aura coûté la vie, d'où on peut faire le lien avec les identités meurtrières. L'auteur introduit son œuvre avec la question « Qu'est-ce que vous sentez au fond ?» Pour moi, en tant que gréco-russe, on dit « Ah, mais tu te sens plus grec, plus russe ?» Et souvent, les personnes disent « Ah, moi je me sens plutôt ci, plutôt ça ». Donc ils rejettent un peu une de leurs appartenances, et en fait c'est un mensonge. On se ment à soi-même, on nie qui on est réellement au fond. Parce qu'il n'y a pas une seule appartenance, il n'y a pas une seule vérité profonde qui est déterminée depuis la naissance et qui ne change pas. Qui ne change pas comme si tout le reste ne comptait pas. Parce que l'identité, c'est plusieurs pays, plusieurs traditions, plusieurs cultures, plusieurs origines. Parce que l'identité, elle est unique, mais elle n'est pas rare. Elle est complexe. Elle diffère chez chacun. Et surtout, elle ne se répartit pas en petits compartiments. C'est un dosage particulier qui diffère chez tout le monde en fait. La peur d'assumer qui on est, c'est du rejet. C'est comme si on s'amputait soi-même, on se retirait une partie de qui on est, parce que on peut pas nier ses appartenances, on peut pas faire « Ah non, mais moi je suis pas ça ». C'est pourquoi on ne doit pas oublier son vécu. Le réel problème actuellement, c'est la double appartenance. C'est donc ce tiraillement qui oblige certaines personnes à choisir un camp. Souvent, on peut voir ça dans les appartenances frontalières. Donc, par exemple, la Grèce et la Turquie. Voilà, on prend un gréco-turc. On sait très bien qu'entre la Grèce et la Turquie, c'est pas l'amour fou. Et on va lui dire, maintenant, tu choisis un camp. Tu peux pas être ou grec et turc. Tu choisis. Et comme ces 2 pays sont en conflit, on va forcer à choisir un camp, et ce choix de camp va procurer une inquiétude qui va provoquer en fait des massacres.
Les massacres, les appartenances identitaires en sont donc la cause ? Pourquoi tant de personnes commettent des crimes au nom de leur identité religieuse, ethnique, nationale ou autre ? L'identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. J'en ai la preuve concrète avec ma carte d'identité. Il n'en existe pas deux pareils dans le monde entier. Chacun mène sa propre vie. Il n'existe pas deux combinaisons d'identité identiques, même dans une fratrie, alors qu'on peut partager des appartenances. L'identité est une richesse irremplaçable. Une richesse qui s'accroît de jour en jour, car un événement, quel qu'il soit, peut changer notre identité. Elle prouve qu'il n'y a pas d'appartenance majeure. Cette hiérarchie, si on peut l'appeler ainsi, change avec le temps. Une appartenance nous relie à un grand nombre de personnes, et au plus on en a, au plus l'identité s'avère être spécifique. Mais on ne peut pas pour autant dire que les cas particuliers d'identité existent parce qu'on est tous différents. On serait alors tous des cas particuliers. Il faut s'assumer et s'adapter, car l'identité se construit, se transforme chaque jour, et c'est pourquoi il faut arrêter d'englober les gens dans des cases selon une seule de leur appartenance. Par exemple, le sens d'une appartenance et les éléments les plus déterminants de l'identité diffèrent selon les régions, car c'est le regard de la société, notre regard, qui joue un rôle. L'identité est influencée par autrui. Poussé par les autres, on devient ce qu'on est. On acquiert notre identité pas à pas, et chaque jour, on reçoit pour une seule de nos appartenances des remarques désobligeantes, et ce qui est alors étrange, c'est qu'on s'identifiera le plus à cette appartenance attaquée. Et cette appartenance forme un groupe d'hommes qui se bat pour se libérer, et dirigés par des meneurs, ils engendrent des émeutes, la guerre, la peur, une folie meurtrière et répétitive. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de population prédisposée à tuer, à massacrer. C'est une conception tribale de l'identité qui favorise les massacres, et c'est cette conception qui engendre des tueurs. Chacun protège son camp. On voit le mal partout. Nous, les victimes, et les autres, les coupables, qui constituent une menace. C'est pourquoi on commet des massacres, pour préserver la vie de ses proches. Ces massacres sont ainsi liés à des conflits identitaires, complexes et fort anciens. Il est temps de faire bouger les choses, mais pour les changer, il faut accepter ses appartenances, à moins de vouloir être considéré comme un éternel sceptique, celui qui ne s'en mêle pas et qui ne change rien, ou comme un meurtrier, celui qui s'en mêle et qui ne change rien. Et je pense que si on fait bouger les choses, on finira par remarquer qu'on a finalement plus en commun avec le camp opposé qu'avec le nôtre. C'est ça, l'évolution des mentalités. Mais alors, pourquoi la modernité est parfois rejetée ? Pourquoi elle n'est pas toujours perçue comme un progrès, une évolution ? Lorsqu'un acte répréhensible est commis au nom d'une doctrine, celle-ci ne devient pas coupable pour autant, même si elle peut être considérée comme totalement étrangère à cet acte. Lorsqu'un dérapage survient, il est trop facile de dire qu'il était inéluctable, comme il est absurde de démontrer qu'il n'aurait jamais dû arriver. Le comportement face à ces actes et à ces doctrines s'apprécie au regard de leur siècle. La religion musulmane n'est pas toujours destructrice, mais cette mentalité assombrit toute perspective d'avenir, car aucune religion n'est dénuée d'intolérance. Accepter la religion de l'autre sans oublier que les religions évoluent. En effet, la religion chrétienne a un passé d'intolérance qui n'est plus. Et la religion musulmane a choisi le chemin inverse du respect des autres, vers l'intolérance. Mais pourquoi cette évolution ? Car il y aura toujours des interprétations différentes, voire contradictoires. Les textes ne changent pas alors que notre regard si. Les textes n'agissent sur les réalités du monde que par le biais de notre regard qui s'arrête. À chaque époque, sur certaines phrases, et glisse sur d'autres sans les voir. Il n'y a pas de ce que dit vraiment. On trouve les réponses dans les comportements au cours de l'histoire. Toute doctrine peut déraper et découler vers du fanatisme. En effet, on exagère trop souvent l'influence des religions perçues sous forme de doctrine sur le peuple, et on néglige l'influence du peuple sur les religions. On peut ainsi remarquer la société occidentale qui a créé l'Église et la religion dont elle avait besoin, et tout le monde a participé à sa création. Or, les sociétés sûres d'elles se reflètent dans une religion confiante, sereine et ouverte, tandis que les sociétés mal assurées se reflètent dans une religion bijote, frileuse et sourcilleuse. Donc les pauvres, dominés, bafoués, s'attaquent ainsi aux riches, dominants, sans que la religion entre réellement en jeu. C'est une civilisation déterminée qui prend les rênes et qui modernise tout à sa manière. De ce fait, on peut qualifier la modernisation d'occidentalisation, ce qui fait souffrir les populations extérieures, car quand la modernisation vient de chez l'autre, on se fait remarquer en symbolisant son identité.
La modernisation, par ailleurs, est considérée comme suspecte si une culture étrangère est perçue comme dominatrice. Et pour qu'un changement soit accepté, il ne suffit pas qu'il soit conforme à l'esprit du temps. Il faut aussi qu'au niveau des symboles, il ne heurte pas, qu'il ne donne pas l'impression aux dominants d'être reniés. Il faut donc moderniser sereinement, sans brûler les étapes, sans perdre son identité. Les différents peuples s'emploient à rejeter les uns sur les autres la responsabilité des maux dont ils souffrent, alors que tout le monde est fautif. Ils se réfugient donc dans la voie qui leur semble la meilleure, celle qui se situe paradoxalement à l'ère du temps. L'ère du temps, mesdames, messieurs, est une réalité diffuse qui fait privilégier une appartenance, dans ce cas-ci religieuse, aux dépens des autres. On a en effet observé une montée du religieux. Des hommes et des femmes du monde entier poussent à affirmer cette appartenance religieuse de diverses manières, là où plus tôt, ils auraient préféré mettre en avant une autre. La question qui se pose ici est pourquoi, et voici les différentes réponses auxquelles nous sommes parvenus. Dans un premier lieu, nous avons l'effondrement du monde communiste. Celui-ci tentait de bannir Dieu de la vie des citoyens, là où la religion symbolise un refuge spirituel et identitaire pour toute personne croyante. Ensuite, on pourrait accuser le modèle occidental en crise. On arrête de se calquer sur l'Occident car celui-ci ne sait pas se gérer, nous ne laissant plus que l'opportunité de se tourner vers le modèle religieux, expliquant ainsi la montée de celui-ci. Enfin, on pourrait l'expliquer par la crise du tiers-monde, avec comme exemple les jeunes musulmans qui trouvent refuge dans l'islam. Mais pour régler tous ces problèmes de crise, il faudrait une démocratie véritable, de la modernité véritable, intégrale et consentie. Et il faudrait enfin poser un regard différent sur la notion d'identité. Le montée du religieux est ainsi une tentative de synthèse entre le besoin d'identité et l'exigence d'universalité. Cette montée du religieux crée de ce fait des communautés de croyants qu'on pourrait qualifier de tribus planétaires. Nous sommes ainsi au crépuscule de l'ère des nationalités et de l'internationalisme. Mais donc, qu'est-ce qui va dépasser le religieux ? Sans doute rien, car il faudrait une appartenance plus vaste, porteuse d'une vision humaniste complète, mais cela induirait de la méfiance au sein des citoyens. L'évolution récente de la mondialisation efface les frontières entre les différentes sociétés humaines, mais l'évolution de la mondialisation actuelle pourrait favoriser l'émergence d'une nouvelle notion d'identité, celle de la somme de toutes nos appartenances, sans effacer cette multipluralité. Nous avons ainsi invité sur le plateau Arnold Toynbee pour nous parler du parcours de l'humanité en 3 étapes afin de mieux comprendre ce qui se passe. Bonjour Monsieur Toynbee. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de venir, on vous écoute. Alors, ce parcours de l'humanité se compose de 3 étapes. La préhistoire, l'histoire et notre époque. La première étape, c'est la préhistoire, bien évidemment. Les hommes préhistoriques communiquaient plus rapidement qu'ils n'apprenaient de nouvelles choses. Et c'est pour cela que l'évolution s'est faite partout homogènement, avec le même degré d'évolution parmi chaque communauté. Après la préhistoire vient l'histoire, et c'est la deuxième étape. Les sociétés ont été différenciées dans tous les domaines, car la communication a été plus lente que la découverte de nouvelles connaissances. Ainsi, là où certaines communautés étaient très avancées dans un domaine, d'autres ne se trouvaient encore nulle part. Je suppose que la dernière étape concerne notre époque. En effet, la propagation des connaissances progresse de plus en plus vite, les sociétés se différencient de moins en moins, et les hommes n'ont jamais eu autant de choses en commun avec leurs contemporains. Et ils affirment donc davantage leurs différences. Cette mondialisation accélérée provoque donc un renforcement du besoin d'identité. On peut ainsi parler d'héritage horizontal car on a plus de choses en commun avec nos contemporains qu'avec nos ancêtres, qui composent un héritage vertical. Merci Monsieur Toynbee pour cet éclaircissement. On se retrouvera après la pause. Tampax. Теперь без протечек. Il y aura donc un fossé entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes et que nous nous devons sous l'effet de la mondialisation actuelle. Nous affirmons nos différences car il y en a de moins en moins. Les hommes sont de plus en plus semblables. On ne parle plus à présent d'universalité, mais bien d'uniformité. L'humanité, tout en étant multiple, est d'abord une. C'est pourquoi il faut lutter contre cette uniformisation appauvrissante, être un sans le devenir. Mais cela provoque des inquiétudes, 2 plus exactement.
La première, l'uniformisation par la médiocrité, que donc tous les genres deviennent identiques. Et la seconde, l'uniformisation par hégémonie. Elle constitue un réel risque, par exemple avec l'influence des États-Unis. Mais alors, que devient la culture globale? Comment va évoluer le monde, l'humanité? La panthère tue si on la persécute. Elle tue si on lui laisse libre cours. Encore pire si elle est blessée. Mais elle est apprivoisable. Là, le désir d'identité doit être observé, étudié sereinement, compris puis dompté, apprivoisé pour ne pas finir comme dans une jungle. Mais de quelle manière la mondialisation exacerbe les comportements identitaires et de quelle manière pourrait-elle les rendre moins meurtrières? Il faudrait que chacun puisse s'y reconnaître, s'identifier, la réciprocité quoi. On doit adopter les éléments de grande culture et les grandes cultures doivent adopter nos éléments. On est les siens grâce à des caractéristiques certes, et certaines sociétés sont attentives, oui, à régler leurs tensions internes, sauf quand il s'agit de rapports entre différentes cultures. C'est un unanimisme infantilisant. Ça crée en effet une tentation de dépit. On va s'enfermer dans une mentalité agressée et on va rien faire en fait parce qu'on pense que le monde appartient aux autres alors que c'est totalement faux. Au contraire, d'autres, contre cette tentation du désespoir, vont s'isoler en fait dans une sensation d'amertume, de passivité, de résignation, qui va créer alors une violence suicidaire. Bien sûr que submergé par la mondialisation, tout le monde se sent dominé, car le monde appartient à tous ceux qui veulent céder une place, tous ceux qui s'adaptent. La mondialisation menace la diversité culturelle, et je parle par là des langues et des différents modes de vie, alors qu'on a la possibilité de se défendre et de se faire entendre. La civilisation nous procure les moyens de résoudre nos problèmes. Oui, elle procure des moyens de tout réparer, mais surtout de tout dévaster et les dégâts sont plus nombreux malheureusement. La diversité est menacée. Il faut préserver son patrimoine, vivre pleinement, sans oublier. Le combat pour la diversité culturelle sera gagné lorsque nous serons prêts à nous mobiliser affectivement, intellectuellement et matériellement. Remarquez qu'un homme peut vivre sans aucune religion, mais pas sans aucune langue. On ne peut avoir qu'une seule religion, mais on peut parler plusieurs langues. La langue est un outil de communication et d'identité. On a besoin d'une langue identitaire et c'est pourquoi il faut se débarrasser des injustices qui privent certains de leur langue identitaire. Et comment gérer la multipluralité des langues? On a besoin de 3 langues. L'identitaire, une autre et l'anglais. Car on peut tous affirmer ici que c'est un handicap de ne connaître que et de ne pas connaître l'anglais. Il faut donc maintenir une propre diversité linguistique et culturelle tout en s'ouvrant au reste du monde. Mais si l'on cherche à réduire les inégalités, les injustices, les tensions radicales, ethniques, religieuses ou autres, il faut œuvrer pour que chaque citoyen soit traité comme un citoyen à part entière, quelles que soient ses appartenances. Oui. Mais la loi de majorité n'est pas toujours synonyme de liberté, d'égalité et de démocratie. Lorsqu'une minorité est opprimée, le vote libre ne la libère pas forcément et l'enfonce au nom de la démocratie en détournant des principes nobles. C'est le concept des minorités et majorités. Mais on peut mettre en place le vote d'opinion. Ce qui est sacré dans la démocratie, ce sont les valeurs et non pas le mécanisme. Oui, actuellement, on respecte la dignité humaine, mais on discrimine l'identité. C'est pourquoi il est nécessaire de réfléchir sereinement et globalement sur la meilleure manière d'apprivoiser la bête identitaire.